Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission de prédilection Marc le Bazar. Marc le Bazar, ce plateau qui vous apporte en tout cas les informations au-delà de la réalité, au-delà de l'actualité, je veux dire, parce qu'il est question sur Marc le Bazar de passer l'information au tamis de l'analyse ou de la critique. À quelques jours ou à quelques mois de la tenue de la présidentielle dans notre pays, le Congo-Brazzaville, les langues sont libérées partout. Au-delà donc de la concertation de Madingou et des conclaves politiques ou des réunions politiques tenues ici à Brazzaville qui continuent à se tenir d'ailleurs, les Congolais ou le souverain primaire n'arrêtent de réfléchir sur la tenue ou non de la présidentielle au Congo-Brazzaville, ce qui est de droit pour un souverain primaire. Nous avons écouté pas mal des politiques à ce sujet. Mais en tout cas, quel serait donc l'avis de l'intellectuel à propos? Marc le Bazar s'est lancé dans sa quête, dans ses investigations, et nous sommes tombés sur un cadre congolais, pourquoi pas un intellectuel congolais. Ce dernier a apporté des avis, en tout cas purement scientifiques, sur la question. Puisqu'il s'agit de chercher les avis de tout le monde et dans ce foisonnement, susciter donc la réflexion autour de cette question. Bien sûr, une réflexion positive sur la question. Je suis allé dénicher, vous me permettez le terme, M. Anissé Poitier-Amar. Il est congolais de la diaspora, surtout que le mot ne vous fasse pas peur, il est intellectuel, il est juriste, économiste, politologue, il est médiateur, il est encore, il traite dans l'arbitrage, vous allez me dire où, en tout cas, au Canada. Nous avons trouvé important de l'emmener sur ce plateau, creuser avec lui le fond de sa pensée, une pensée multidimensionnelle, je veux dire multisectorielle. Et donc, vous allez bientôt découvrir sa pensée. Alors, bonjour, monsieur Anissé Poitier. Bonjour, monsieur Okilas. Alors, tout le plaisir est à moi de vous recevoir sur ce plateau. D'abord, je vous dis merci parce qu'il n'était pas facile de vous avoir vu votre calendrier qui est hyper chargé pour ces quelques jours que vous êtes au Bled. Et nous vous emmenons sur ce plateau, comme je l'ai dit tantôt, parce que nous avons trouvé qu'en vous, il y a une réflexion. Une réflexion qui rime avec le moment actuel, qui rime avec le grand rendez-vous de la présidentielle. Il est de droit donc que vous, Congolais, vous puissiez apporter de votre contribution. Il faut dire, comment allez-vous? Je me porte très bien et je vous remercie de me donner l'opportunité de verser ma voix dans le débat public, donc de contribuer avec l'ensemble de mes compatriotes, pour certains à la formation de l'opinion et pour d'autres à la formation des suffrages qui devront s'exprimer éventuellement ou ne pas s'exprimer. Et en tout cas, c'est de contribuer au débat public. Je vous remercie de l'opportunité. Alors, vous allez me permettre, hein, j'ai fait connaissance de vous, j'ai pénétré votre bibliographie. Et pour donner sens donc à ce duel intellectuel que nous aurons bientôt entre nous deux, et pour donner une certaine, pas légitimité, mais pour donner sens à ce que vous allez débiter, j'ai vu ce que vous êtes. Alors, depuis quand êtes-vous juriste? Parce qu'il faut dire que vous êtes avocat. Oui. Voilà. Mais ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis juriste et j'ai longtemps évolué dans ce secteur en tant que consultant. Et par la suite, je me suis converti à la profession d'avocat. Donc, en allant faire la formation à l'école du barreau du Québec, j'ai passé les examens là-bas, le stage et tout ça. Et donc, on va dire que je suis juriste depuis une vingtaine d'années, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai une longue pratique de la réflexion juridique, on dira. Alors, mes respects, maître, comme on aime Je vous en prie, mais non. Alors, économiste, comment vous êtes passé de la juridiction à l'économie? Je suis spécialisé en droit public et forcément, en la matière, vous avez des questions qui sont économiques parce que le droit public concerne les collectivités publiques, les personnes morales de droit public
et il y a du droit public économique, Oui, oui. ce qui fait que forcément on a un regard sur l'économie. Et si vous partez sur les théories classiques des sciences économiques, par exemple Karl Marx, Karl qu'on Marx, ne va pas oui. ressusciter, mais Oui. qui est toujours d'actualité. L'actualité, le capital. Quand il vous explique que l'économie est le fondement de la politique, Voilà, vous ne pouvez pas vous intéresser aux sciences politiques comme je l'ai fait, au droit constitutionnel, au droit public en général comme je l'ai fait, sans vous intéresser à l'économie. En tout cas. Et donc, il y a comme un enchaînement logique entre ces matières, et c'est comme ça que je suis passé de l'une à l'autre. Et après, en Sciences Po. Et Sciences Po, je reprendrai presque la même explication, c'est que quand vous êtes en droit constitutionnel, les questions sont essentiellement politiques. Ah oui. Et donc, la passerelle est presque systématique entre les deux. Mais la véritable motivation d'étudier les sciences politiques, c'est que ce sont des sciences du pouvoir. Oui. Et le pouvoir est un phénomène. Si on a dédié des sciences pour l'étudier, c'est parce que le pouvoir est un phénomène, comme le tonnerre. Ah ouais. Donc en physique, on va essayer de comprendre c'est quoi le tonnerre, quelle est sa nature, quelles sont ses émanations et jusqu'où ça peut aller. Voilà. C'est pareil pour le pouvoir. Dans les sciences politiques, on essaie de comprendre et de cerner ce phénomène. Et il m'a intéressé à partir du droit constitutionnel. Et donc, je suis allé regarder ce que c'était et ce qu'on pouvait en retenir. Alors, moi, ce qui m'a plus marqué, c'est le fait que vous soyez médiateur et vous jouez le rôle d'arbitre. Oui. Voilà, je me dis médiateur, oui. Mais vous ne le faites pas chez vous, vous faites ça ailleurs au Canada. Voilà. Oui, parce que la pratique professionnelle d'avocat en Amérique du Nord fait que les avocats vont rarement à la cour. Il faut qu'il y ait une réelle nécessité pour y aller. De façon générale, les avocats vont régler les affaires hors cour, mais c'est une question de culture professionnelle. Lorsque vous avez des avocats qui sont les uns et les autres formés à rechercher des solutions en dehors du droit sans totalement l'écarter, ça fait qu'en cas de différend entre deux sociétés, par exemple, leurs avocats vont systématiquement se mettre en relation pour évaluer les possibilités d'un règlement hors cour et la nécessité d'aller à la cour. Donc, seules les questions sur lesquelles, objectivement et de bonne foi, les parties ne parviendraient pas à un accord, ferait qu'on aille devant la cour. Oui. Sinon, vous arrivez devant le juge et vous vous faites blâmer parce que vous consommez les ressources de la cour inutilement. Et donc, les avocats, par responsabilité, ne viennent pas devant la cour lorsqu'il n'y a pas une nécessité réelle. Et ça fait que de plus en plus d'avocats sont spécialisés dans la médiation et l'arbitrage, donc qui sont des mécanismes, et la négociation aussi, qui sont des mécanismes de règlement des différends hors cours. Merci, merci en tout cas maître, il fallait bien le faire pour le respect de nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, il faut dire, les diplômes, ça c'est pour vous, vous en avez cueilli, hein. Vous en avez, en tout cas, vous gardez avec vous. Mais en tout cas, Marc Bazar a vraiment le respect pour les intellectuels. Ça, je le dis clairement. Nous avons du respect pour les intellectuels parce que la lumière jaillit des intellectuels. Et maintenant, là, j'ai envie de vous creuser. Franchement, j'ai envie de vous creuser, de savoir ce que vous avez apporté à votre pays. D'abord, quelle est la raison de votre arrivée au Congo? C'est vrai, c'est chez vous. C'est votre terre natale. Mais qu'est-ce que vous ramène chez vous? Je sais pourquoi je vous pose la question. Mais je vous le dirai de la façon la plus simple, en reprenant vos propres mots d'ailleurs. Je suis congolais, j'ai de la famille au Congo, j'ai des intérêts au Congo et donc forcément j'y reviens de temps à autre. Ça faisait un certain moment que je n'étais pas revenu, 5 ans déjà. Et en dehors de ces aspects qui sont strictement personnels, il y a aussi des aspects publics, donc un intérêt pour la chose publique, la bonne gouvernance. J'ai dans le passé, en 2009 par exemple, pour remettre en contexte l'intervention qui est la mienne aujourd'hui dans le débat dans lequel vous m'invitez. En 2009, lorsque le président de la République
avait pour projet l'industrialisation du pays et la modernisation de l'État. Je pensais que c'était des choses nécessaires pour le bien-être commun et j'avais fait campagne pour cela. Je n'étais pas intervenu dans les médias, mais j'étais sur le terrain et j'ai fait campagne en faveur du président de la République dans ce sens-là. En 2015, cependant, lorsqu'il s'est engagé dans je ne dirais pas aventure, pourtant c'en est une, mais lorsqu'il s'est engagé dans la voie du changement de la Constitution, voilà, j'ai pris position par des publications et je suis intervenu en venant sur place au Congo pour m'opposer avec ceux qui étaient sur le terrain à ce changement, parce que je considérais qu'on perdait là quelque chose d'essentiel, parce qu'en Afrique, de façon générale, l'un des facteurs qui retarde le progrès se rapporte justement au phénomène de la maîtrise du pouvoir. Donc les voies d'accession au pouvoir, la façon d'exercer le pouvoir et la restitution de pouvoir. Et quand l'alternance pacifique n'intervient pas dans la gestion du pouvoir ou dans l'accession du pouvoir, ça génère beaucoup de conflits. Et là, nous avions l'occasion en 2015 de renouer avec l'alternance pacifique, ce qui était la promesse du président de la République en 1997. Et il disait d'ailleurs que c'était pour ça qu'il s'était engagé dans la voie qu'il avait choisie en 1997. Et donc en 2015 plutôt, pour moi, il y avait manifestement une contradiction, mais surtout la perte d'une opportunité pour le pays. Et donc je m'étais opposé à cela. Aujourd'hui, je constate que le peuple congolais est écrasé par des difficultés de toutes sortes. Oui. Et il y a une discussion sur une élection à un moment particulièrement difficile pour le pays. Et j'ai pensé qu'il était utile de verser ma voix au débat public et de faire des propositions comme d'autres en ont fait. Alors, c'est tout l'intérêt vraiment de votre présence ici. Effectivement, nous avons pensé à cela, nous avons pensé que vous avez à dire, nous avons cherché, nous avons essayé de venir vers vous, de vous environner, tout ça, dans nos enquêtes, effectivement. Vous étiez ici une fois, bon, quel est le sens de votre combat? Politique ou intellectuel? Je ne comprends pas parce que vous avez à dire. Êtes-vous activiste? Êtes-vous politique? Si oui, de quelle tendance? Sinon, pourquoi vous êtes investi dans ces questions à tout moment? Je vous dirais que c'est par patriotisme. On ne peut pas, même lorsqu'on évolue dans le secteur privé et qu'on peut avoir des réponses pour des questions d'intérêt personnel, on peut avoir réalisé sa vie privée, mais on appartient à une collectivité. Et cette appartenance fait que vous ne pouvez pas être indifférent à la gestion publique ou de la chose publique. Et donc, quand j'observe à distance ce qui se passe, j'ai parfois le sentiment qu'il y a des solutions possibles. Et il ne faudrait pas, lorsque justement vous parlez des intellectuels, quand on s'est donné la peine ou le mal quand on a investi des années à se donner les moyens de comprendre la chose publique, ce qui a été mon cas en faisant l'administration publique, les sciences politiques, le droit, l'économie, comme vous avez dit. Donc on se donne les moyens de comprendre la chose publique et lorsque son pays se trouve dans une certaine situation, il est nécessaire d'apporter sa voix. C'est une voix parmi d'autres. C'est un devoir d'abord. Voilà. Et en toute humilité, on propose ses idées à la délibération publique. C'est un devoir, en tout cas, pour tout intellectuel d'apporter ce dont il est capable d'apporter pour certainement l'éclosion de son pays. Alors, après avoir fait cette ronde, alors nous allons aller dans le vif de notre débat. Alors, M. Anissé, dans quelques jours, vous allez regagner le Canada. Vous voici vous impliquer vraiment dans ce grand débat politique. Pour ouvrir votre intervention, donc j'aimerais que vous puissiez nous peindre
par rapport à votre formation, Oui. à vos formations multiples, essayez, ou quelle lecture faites-vous de la vie politique de votre pays, le Congo-Brazzaville? C'est peut-être trop vous demander, mais succinctement. Ma lecture consisterait à dire que j'ai trouvé le Congo là où il serait forcément arrivé après les événements de 2015-2016 auxquels j'ai participé. Il était entendu à ce moment-là que si le changement voulu se passait tel qu'il avait été engagé, le Congo passerait 5 années de division politique. Il y aurait tous ceux qui s'étaient opposés au changement de la Constitution qui seraient d'un côté, et tous ceux qui l'avaient voulu qui seraient de l'autre côté. Et en 2021 maintenant, nous sommes plus ou moins dans la continuité de cette tendance. Donc il aurait été miraculeux que de 2015 à 2021, que nous ayons un autre résultat que celui-là. Il y avait une cause et les faits étaient connus. Donc nous sommes dans cette situation. C'est ce que je trouve. Ceux qui s'étaient opposés sont toujours d'un côté. À l'opposition. Oui. Et ceux qui avaient voulu ce changement sont de l'autre côté. Et le dialogue ne se passe qu'entre ces forces politiques. Et il y a la nécessité d'essayer de trouver une troisième voie. Une troisième voie, nous y reviendrons. Bon, au fait, la troisième voie. Est-ce que vous pensez que ces deux tendances, ou ces deux extrêmes, posent problème dans la marche de la République ou de la démocratie? Je ne le dirais pas comme ça, parce que je considère plutôt que c'est des tendances qui participeront à la résolution du problème politique tel qu'il existe aujourd'hui, parce qu'il y a un véritable différend politique né de la période 2015-2016 qui devra être surmonté, et chacun sait que ça n'a pas été surmonté parce que certains ont conservé le pouvoir, d'autres ont continué à contester le pouvoir, et donc on est dans une stagnation en quelque sorte. 5 ans plus tard, à notre époque et à la vitesse où les choses se passent dans le monde, 5 ans, c'est presque ce qu'on faisait en 25 ans avant. Oui, dans un monde globalisé, les choses vont tellement vite que 5 ans, c'est comme 25 ans. Donc, rester sur la situation de 2015 en 2021, c'est n'avoir pas saisi tous les changements qui sont produits dans le monde, d'autant plus que l'impact de ces changements sur le Congo sont réels, est réel plutôt. Et à partir de là, quand on observe que les forces politiques du pays se sont retrouvées à Madingu, voilà, ont amorcé une discussion sur les élections, il y a une chose que j'ai observée, c'est qu'ils étaient d'accord sur leur désaccord. Et si vous dites ça à un diplomate, il vous dira que être d'accord sur le désaccord, c'est déjà beaucoup mieux qu'être simplement en désaccord. Et donc, de ce point de vue, en étant d'accord sur le désaccord, c'était le moment de la tenue de l'élection présidentielle. Ils ont convenu que cette question ne serait pas tranchée à Madingu. Et ce faisant, ils ont prouvé qu'ils sont capables de se mettre d'accord. Ça, c'est dans la logique diplomatique. Oui. Ils ont donc montré qu'ils étaient capables de se mettre d'accord. Alors, il faut partir de ce point pour aller vers l'avant. Puisqu'ils sont capables de se mettre d'accord, il faut approfondir cette discussion sur l'élection pour intégrer beaucoup d'autres éléments qui n'ont pas été pris en compte à Madingu, donc notamment élargir la discussion pour impliquer tous ceux qui ont été exclus, et en plus élargir l'objet, parce que parler simplement de l'élection en ce moment, alors qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus urgents que l'élection, je pourrais m'expliquer sur cet aspect-là, mais il y a des problèmes qui sont beaucoup plus urgents, qui doivent être pris en compte. Et il faut s'appuyer sur ces deux tendances qui sont prêtes à se mettre d'accord pour essayer d'aller plus loin et les mettre d'accord sur l'essentiel. C'est ce que nous avons ressenti, en tout cas sur ce plateau, chers téléspectateurs. Vous êtes témoins sur ce plateau. Nous avons fait défiler ici, sur Mag Bazar, les madinguistes, comme nous aimons les appeler,
En tout cas, nous avons vécu cette tendance et nous nous interrogeons, il y a eu des pour et il y a eu des contre. Est-ce que ce n'était pas là déjà poser les jalons de la contestation? Ici, sur ce plateau, nous avons fait ce constat, mais les réponses sont les politiques qui vont nous les donner. Et le temps d'aller vers les élections. Et après, voilà une préoccupation qui est la nôtre. Et la vision qui est la vôtre, c'est celle-là. Maintenant, il faut dire que vous êtes de ceux-là, il faut être clair, qui pensaient sur ce point, vous êtes de ceux-là qui pensent que on devait normalement reporter la présidentielle. Mais non, ce n'est pas mon avis. Je ne suis pas sur le report de la présidentielle. Je suis plutôt sur la non-tenue de l'élection. Voilà, la non-tenue, oui, vous me pas la permettez, même chose. La non-tenue des élections. Oui. Vous savez le dire comme ça, au moment où le processus est lancé. Les partis politiques sont de le qui-vive. D'autres sont déjà en pré-campagne. Vous allez sur la toile. Nous avons suivi le message du chef de l'État à propos. Il a été clair, il a fixé même la date, comme un bon historien. Et donc, il rassemble les troupes. L'opposition, certainement, fait autant. Mais ce qui est vrai, la pensée est libre. Les points de vue divergent jusqu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit à mon introduction. Alors, la question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce qui vous arrive de penser cela? En tout cas, pourquoi? Pourquoi la non-tenue? Déjà, je vous dirais que j'ai lu attentivement le discours du chef de l'État dans lequel il annonce la tenue de l'élection. Et c'est le président de la République et il ne sera pas le premier à prendre une décision politique majeure sur la foi d'une erreur scientifique. De ce point de vue, je voudrais parler de l'erreur scientifique sur l'interprétation de la loi. Parce que le président de la République explique qu'il tient à aller à l'élection parce qu'il y a une contrainte constitutionnelle. Il le dit clairement dans son discours. Mais cet aspect, j'y reviendrai. Je vous explique d'abord pourquoi je parle de la non-tenue de l'élection. Parce que l'élection n'est qu'un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Or, ici, on raisonne comme si l'élection était une fin en soi. Donc, ce n'est qu'un moyen. Et comme tout moyen, il y a toujours une question d'opportunité. C'est comme celui qui dispose de plusieurs instruments. Un ouvrier, par exemple, lorsqu'il doit tourner une vis, il prendra un tournevis. Il ne prendra pas autre chose qu'un tournevis. Donc, l'élection intervient dans le cadre de l'exercice du pouvoir ou de la gouvernance publique, ça intervient comme un moyen. Alors, lorsque vous mobilisez les questions d'opportunité, vous tenez compte du contexte. Nous sommes dans une situation économique, financière, sociale très difficile pour les Congolais. L'élection a un coût. C'est généralement plus de 100 milliards de francs CFA. Oui. Lorsque vous allez dépenser une telle somme, il faudrait en attendre des résultats. C'est une question de rationalité économique. Or, on a observé dans ce pays, depuis X temps, après l'élection, c'est toujours égal à l'avant-élection. Les choses ne changent pas, sauf qu'il y a eu élection. C'est-à-dire? Sur le terrain, d'abord les hommes restent les mêmes. Donc, les élections ne font pas qu'il y ait un changement d'homme, d'une part. D'autre part, les politiques sont les mêmes. Donc, après l'élection, la cartographie ou la photo est identique à celle qui précède l'élection. C'est la même configuration. Et la seule chose qui change, c'est qu'il y a eu élection. Alors, cette fois, et toutefois, on dépense de l'argent. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui n'a rien à voir avec celui de 2015, qui n'a rien à voir avec celui de 2009 et les années antérieures. Lorsque vous avez un peuple accablé économiquement, financièrement, tel que l'est le peuple congolais aujourd'hui, dépenser plusieurs centaines ou plus d'une centaine de milliards de francs CFA pour ne rien changer du tout, alors que cette somme, au moment où il y a des difficultés de paiement des pensions de retraite, cette somme peut servir à alléger ces difficultés. Elle peut aussi, en tenant compte du fait que les Congolais, pour la plupart, aujourd'hui, n'ont pas de revenus parce que le chômage est très élevé, on en parlera,
en tenant compte de cette situation, ils n'ont pas de revenus, mais ils ont des charges permanentes, notamment les charges d'électricité et d'eau. Donc, de cette somme qu'on dépensera à l'organisation, pour l'organisation des élections, on peut l'utiliser à subventionner le fonctionnement des sociétés d'électricité et d'eau, de sorte à baisser les charges qui sont imposées aux Congolais. Donc, on pourrait aller vers des facturations forfaitaires, mais qui seraient moindres et supportables pour les Congolais. Ce sont des mécanismes de transfert sociaux parce que ceux que nous avons ne sont pas assez solides. Donc, on peut compenser le mécanisme de transfert sociaux qui existe en ce moment en ajoutant cette somme d'argent qui pourrait aller dans cette direction. Là, c'est sur la rationalité économique. Si on va sur la rationalité politique, voilà, on observera que l'élection qui, sous d'autres cieux, sert de régulation de la vie publique, en tout cas de maintien de l'alternance pacifique pour permettre la bonne gouvernance, chez nous, l'élection intervient comme un problème. Ailleurs, c'est une solution. Chez nous, c'est un problème qui, de surcroît, s'accumule. Depuis 1993, toutes les élections ont créé des problèmes au Congo. Après chaque élection, les Congolais ont toujours été plus divisés qu'avant l'élection. Dans la décennie 90, les élections de 93 ont créé un climat de conflit qui a abouti à la guerre de 1997. Donc tout a commencé avec le conflit électoral, il s'est maintenu et on a eu une guerre. En 2015, on a eu un problème sur le référendum, on a eu un problème sur la présidentielle, on a vu toutes les violences qu'il y a eu dans le pays. En 2015, des gens sont morts, en 2016, des gens sont morts, il y a eu la guerre dans le pool, et là, nous allons vers une élection qui, d'un point de vue de l'essence politique, est une continuité des conflits nés en 2015-2016. Donc, à l'issue de cette élection, les Congolais sortiront de nouveau divisés, alors que dans le contexte économique du moment, dans les difficultés du moment et les défis que le monde nous impose, être divisé est un luxe. Et donc, si nous continuons à réfléchir en termes de moyens, d'élection comme un moyen, à ce moment, on se dirait, nous avons un moyen qui va nous diviser, qui va nous coûter, qui ne nous apportera rien, et donc, il faut réfléchir en termes d'alternatives. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire? Voilà, effectivement. Que faire alors? Dans tout cela, certainement, vous avez des solutions à proposer. Dans le sens... Parce que, je vous l'ai dit, si vous me permettez, ne pas tenir les élections, c'est scandaleux, des constitutionnels, même pour ceux qui vous suivent. Je me suis dit, mais pourtant, il faut respecter la Constitution, c'est le maître mot. Oui, c'est pour ça que je parlais d'une erreur scientifique en parlant des chefs, des présidents de la République ou des chefs d'État qui ont pris des décisions politiques majeures en se fondant sur des données scientifiques qui étaient fausses. Par exemple, il y a eu l'esclavage parce que scientifiquement, croyait-on à l'époque, il était établi que l'homme noir était inférieur à l'homme blanc. En ce zone, ouais. Et donc, pour les politiques, en partant de cette considération, il était facile de prendre les décisions favorables à l'esclavage. De la colonisation, on a pensé la même chose. Il fallait civiliser et tout le reste. Hitler est allé envahir le reste du monde parce que la théorie fondamentale de l'économie à l'époque laissait croire qu'il n'y avait de richesse que la terre, et donc plus on avait de terre, plus on était riche. Mais aujourd'hui, scientifiquement, il est démontré que c'est faux. Bill Gates n'a pas beaucoup d'immeubles dans le monde, donc il n'a même pas la surface d'un État. Pourtant, en tant qu'individu, il est plus riche que beaucoup d'États. Voilà. Et donc, les erreurs scientifiques peuvent conduire à la prise des décisions politiques majeures qui elles-mêmes seront erronées. Et par rapport à cela, que pourrait faire alors le Congo? Non, je réponds à la question, la question relative au droit constitutionnel. Est-ce qu'il y a véritablement une contrainte constitutionnelle? Parce que il ne faut pas oublier que la Constitution est un texte. Donc, quand quelqu'un
évoque la Constitution, il évoque son interprétation de la Constitution. Et les interprétations en la matière, il y en a toujours plusieurs. Donc moi, je vais vous donner une interprétation. Allez-y. La Constitution dit qu'il faudrait organiser des élections présidentielles tous les 5 ans. La Constitution pose une règle. En 2 minutes. Hein. Oui, la Constitution pose une règle. Et tout juriste sait que c'est l'exception qui confirme la règle. Donc si vous raisonnez en termes de règle, vous direz que dit la règle. Or, la règle est conçue pour être appliquée dans des circonstances normales. Lorsqu'il y a un changement de circonstances, si vous connaissez la théorie en l'occurrence, quand il y a un changement de circonstances, lorsque les circonstances sont plutôt favorables à l'application de l'exception à la règle, donc l'exception qui confirme la règle, à ce moment, on ne pense plus en termes de règle, mais en termes d'exception. Et donc, le personnel politique congolais est en droit, à chaque moment qu'il doit aller à l'élection, en principe, de se poser la question de savoir s'il est opportun de le faire, qu'est-ce qui s'applique, la règle ou l'exception à la règle. Ici, en regardant la situation politique du Congo, nous avons un chômage qui atteint les 60% dans les chiffres officiels. Officieusement, on sait qu'il y a beaucoup plus que ça parce que chacun de nous peut voir comment le chômage grandit dans sa famille. Et chacun peut saisir ce phénomène parce qu'on connaît plus de chômeurs que de travailleurs. Donc, le chômage a atteint un niveau qui est, pour que vous puissiez bien saisir la gravité que je donne à ce mal. Prenez le cancer. Lorsqu'il est quantifiable en termes d'évolution sur un organe, quand les médecins vous disent que votre cancer a atteint l'organe à 10%, vous savez qu'il vous reste encore du temps. Mais quand on vous dit qu'il a atteint l'organe à 60%, vous savez qu'il vous reste très peu de temps. Très peu de temps. Considérez, voilà. Gagner le temps, oui. Oui, considérez le chômage comme une maladie sociale. Le chômage, oui. Oui, comme une maladie sociale. Quand cette maladie atteint 60%, vous voyez ce qui vous reste. Or, nous sommes dans une situation telle que la structure de notre économie produit systématiquement du chômage. Donc, il est appelé à évoluer. Et si vous avez 60% de chômage, alors qu'en sciences économiques, on vous dit que le chômage structurel de base doit être à 2 ou 3%. Donc, quand vous êtes à 60%, nous avons environ 20 fois plus la norme. Donc, le maximum de la norme qui est de 3%, on a 20 fois plus. C'est donc un État qui est profondément malade. Et dans cette situation, on a besoin, je vous parlerai d'autres chiffres. Dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République rappelle que les dépenses d'investissement de l'État ont chuté de 83%. Ça veut dire que l'État n'investit plus qu'à 17%. Il n'y a aucune perspective d'augmentation des recettes de l'État. Ça veut dire qu'on va continuer à perdre des recettes, des dépenses d'investissement, ce qui ferait qu'on arriverait à une situation où l'État ne pourra plus investir et il deviendra un État qui paye des fonctionnaires, mais qui n'investit plus, et avec toutes les conséquences imaginables sur l'économie et la société. Si vous prenez ces deux éléments ensemble, le chômage à 60%, donc un cancer social qui est en train de bouffer tout le corps, et d'autre part, vous avez un État qui n'investit plus et qui n'aura plus les moyens d'investir, on est en train d'aller lentement et sûrement vers l'effondrement de l'État. Et ça, on l'a vu venir en Somalie, et les gens n'y ont pas pris garde jusqu'à ce que l'État s'est effondré, et regardez le temps que ça leur prend pour le reconstruire. Nous ne le ressentons pas parce que les Congolais sont des personnes joviales, de bonne humeur, et vivent leur quotidien avec toutes les difficultés, mais 60% de chômage, ça vous fait environ 2 400 000 personnes sur une population de plus de 4 millions de personnes qui chaque jour ne savent pas d'où viendra le revenu. Et donc dans cette situation, on se dit, je me dis, ce n'est que mon interprétation, ce n'est plus la règle constitutionnelle qui s'applique, mais l'exception constitutionnelle. Parce que là, il faut rassembler la nation. Il faut rassembler la nation parce que quand vous êtes
face à un péril. Je considère que le Congo, en ce moment, est en état de guerre économique. Parce que vous avez un ennemi qui est le chômage, qui est en train de faire des ravages. Ce qu'on voit en Occident, comment le coronavirus fait des ravages, ici, c'est le chômage. Le chômage est le coronavirus. Donc, il faut rassembler il faut rassembler la nation pour faire face à un péril commun. Notre ennemi en ce moment, ce n'est ni le général Mokoko, ni André Okombi-Salissa, ni Claudine Munari, ni Sassou Nguesso, ni Tsati Mabiala ou Guy Parfait Kolela. Tous ceux-là ne sont pas nos ennemis. Notre ennemi en ce moment, c'est le chômage. On a un ennemi commun, c'est le chômage. Et alors, vous ne pouvez pas... Vis-à-vis de ce chômage... Permettez-moi de finir d'une phrase. Vous ne pouvez pas, avec un ennemi aussi puissant, qui a atteint ce niveau-là, vous donner le luxe de la division. Vous devez vous rassembler pour affronter cet ennemi. Or, je l'ai dit, depuis 1993, les élections divisent les Congolais toujours davantage. Donc, est-ce qu'on fait le choix d'un instrument de division au moment où il faut se rassembler? C'est une question de rationalité politique. Alors, vous connaissez bien la sociologie politique de votre pays, je dirais même la psychologie politique. Vous connaissez bien le politique congolais, la passion du politique congolais. Et vous vivez cette réalité. Je ne suis pas contre votre tableau. Vous êtes en train de peindre un tableau purement scientifique. Est-ce que cela est faisable, quand vous dites rassembler la nation, au regard de la passion politique, au regard des égoïsmes politiques, comme je veux dire? Parce qu'au fondement, la politique, c'est ça. Est-ce que la nation peut s'organiser autour de qui et comment pour combattre cet ennemi commun présentement? La nation peut se rassembler. D'abord, pour combattre l'ennemi commun, je vous préciserai que le Congo, en ce moment, a besoin non pas du président de la République, mais du chef de l'État. Parce que ce sont les pouvoirs du chef de l'État qui seuls peuvent venir à bout de cet ennemi commun. Je vous fais la distinction entre les notions. Vous verrez d'ailleurs que dans la Constitution, on ne parle du chef de l'État qu'une seule fois. On dit qu'il est le chef que le président de la République est le chef de l'État. Mais les fonctions du chef de l'État ne sont pas décrites. Pourquoi? Parce que le président de la République, en tant que l'une des autorités de l'exécutif, est une autorité au même titre que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la Cour suprême, le président de la Cour... C'est une institution. C'est une institution. De ce point de vue, il est chef d'un organe, simplement. Et ses pouvoirs sont définis dans la Constitution. Et même lorsqu'il doit y avoir une extension, c'est défini dans la Constitution. Le chef de l'État, il est au-dessus de tout ce monde. Donc il est au-dessus du président de la République et de tous les autres. Parce que lui, il est le chef de l'État. On fait la confusion entre le président de la République et le chef de l'État parce que la fonction est exercée par une même personne. Donc il y a un dédoublement fonctionnel. Mais il faut commencer par faire cette distinction. À quel moment intervient le chef de l'État? Lorsque les chefs des institutions ne peuvent pas prendre des mesures qui relèvent exclusivement de lui. Et ça, c'est particulièrement en temps de guerre. C'est particulièrement en temps de guerre. Il nous reste 5 minutes, là. Je vous en prie. 5 minutes? Oui. Pour tout boucler? Oui. On a presque rien fait. Non, allons-y. Bon. Mac Bazar est là. Oui. Donc, au chef de l'État, il lui les fonctions, les pouvoirs du chef de l'État sont mobilisés particulièrement dans les périodes de guerre. Et en ce moment, nous sommes dans une guerre économique. Nous sommes dans une guerre économique parce que le Congo importe tout et en important tout, nous exportons nos emplois. Oui. Et donc, vous ne pouvez pas avoir une bonne économie à l'intérieur si vous importez tout. Ça, c'est déjà un problème. Nous avons un ennemi qui est le chômage, je l'ai dit, qui a atteint 60% de la population active. Nous sommes en guerre contre le chômage. Nous avons aujourd'hui dans la globalisation un marché de 7 milliards d'habitants
auxquelles le Congo peut vendre, mais nous ne produisons rien, donc nous ne vendons pas, ce sont des recettes perdues. Voilà. Et là, on a besoin que le chef de l'État intervienne, pas le président de la République, pour prendre les mesures exceptionnelles qui permettraient le redressement de l'économie et la prospérité collective des Congolais. Pour cela, si nous sommes dans les divisions, le chef de l'État ne peut pas agir, parce que lorsqu'il décidera, par exemple, de nationaliser une banque qui refuse d'alléger ses conditions d'accès au crédit, alors qu'on sait que c'est le crédit, c'est l'inaccessibilité du crédit qui ajoute au malheur des Congolais et qui est l'une des causes du chômage, parce que si vous ne pouvez pas investir, si vous ne pouvez pas emprunter, vous ne pouvez pas investir. Si vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas créer des emplois. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui que le président intervienne sur ces questions. Mais le chef de l'État, je voulais dire le chef de l'État, ne peut pas intervenir et mobiliser tous ses pouvoirs lorsque la nation est divisée. Et donc, pour cela, il est nécessaire de faire le rassemblement de toute la nation, et je pense que c'est une entreprise que lui-même devrait entreprendre, devrait mettre en œuvre, faire le rassemblement de toute la nation derrière un chef qui serait non plus le président de la République, mais le chef de l'État, ce qui exige d'autres conditions morales, une autre façon de faire. Il y a donc cette question à soumettre à la discussion des Congolais pour que les personnels politiques saisissent la nécessité de ce rassemblement, d'une part, que ceux qui sont à l'opposition comprennent la nécessité d'alléger leurs exigences, et ceux qui sont au pouvoir comprennent eux aussi la nécessité de baisser d'un cran dans l'extravagance et l'arrogance. Et si, de part et d'autre, ces efforts sont faits, il est possible d'arriver à une entente qui ferait que nous ayons le chef de l'État avec une nation entièrement mobilisée derrière lui pour répondre à ces contraintes. Lorsque vous avez un gouvernement qui fait des demandes au FMI et une opposition qui dit au FMI de ne pas prêter de l'argent, vous comprenez qu'il y a cacophonie. Et donc, une véritable cacophonie. Et ça, c'est ce que nous avons avec le président de la République. Or, on ne peut pas se permettre ça avec le chef de l'État. Quand le chef de l'État intervient pour faire face à des situations critiques comme celle que vit le Congo aujourd'hui, il doit disposer de l'ensemble des moyens de l'État. Là, c'est la souveraineté de l'État. Je vous donne un exemple précis dans lequel on a vu la mobilisation des pouvoirs du chef de l'État. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle ne va pas aux élections pour devenir président de la République. Il se saisit des pouvoirs de l'État et demande aux Français en 1946 de lui donner suffisamment de pouvoir pour redresser la situation. On ne l'entend pas, on le prive des pouvoirs dont le chef de l'État aurait besoin, et De Gaulle dit dans ces conditions: l'exercice de mes fonctions est impossible. Et moi, je pense que c'est le cas actuel pour le Congo. L'exercice des fonctions du chef de l'État est impossible parce que le pays est divisé. En 1958, lorsque la France, pendant les 12 ans de 46 à 58, se retrouve dans une instabilité complète parce qu'il y a 17 gouvernements en 12 ans. Donc vous voyez la nature de l'instabilité. On rappelle le général de Gaulle. Quelle est la condition du général de Gaulle? Il faudrait que le président de la République dispose des pouvoirs nécessaires pour redresser la nation. À ce moment, on lui donne les pleins pouvoirs pour réformer l'État. Et dans cette réforme, il donnera au président de la République des moyens d'action supplémentaires, ce qui fera que quand il devient président en 58, en une année, il prendra 300 ordonnances qui ont définitivement transformé la France. Mais ça lui vient d'une expérience du passé. La meilleure expérience de l'époque, c'est celle de Hitler. Avant que Hitler ne soit le belliqueux que nous avons connu, il a d'abord été un formidable chef d'État. Donc quand Hitler rassemble les pouvoirs du chancelier et du président de la République à la mort du président Hindenburg en 1933, il a les pleins pouvoirs de l'État à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il fait de 1933 à 1936? Parce qu'il avait toute la nation rassemblée derrière lui et il avait tous les pouvoirs. Quand il prenait une décision, elle était exécutée. En 3 ans,
Hitler a relevé un pays détruit par la guerre. Il en a fait la nation la plus prospère d'Europe. Et dans la même lignée, il a même réussi à reconstituer la puissance militaire de l'Allemagne. Bon, il est allé dans une aventure malheureuse, mais on a vu que la formule en sciences politiques qui veut que dans les situations extrêmes, la réponse doit être extrême. Et cette réponse, c'est le rassemblement de toute une nation derrière le chef de l'État. Et toute la question ici est de savoir si les Congolais, d'abord le président de la République, est-ce qu'il est prêt à se hisser à cette hauteur aux exigences de la fonction du chef de l'État, qui fait qu'il ne peut plus se permettre d'avoir les réserves ethniques telles que les fonctions régaliennes sont réservées à une ethnie. Il ne peut plus faire ça quand il agit en tant que chef de l'État parce qu'il doit utiliser les meilleures ressources de la nation de la meilleure façon. Et est-ce que tout le personnel politique serait prêt à mobiliser la nation pour faire un bloc? Et lorsque nous aurons une nation unie agissant comme un seul homme, derrière un seul chef, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, moi je pense que celui qui est en fonction, il agit plus souvent comme président de la République. On ne l'a pas vu dans l'action du chef de l'État, donc on ne peut pas préjuger. Et je pense que son expérience, son autorité de militaire, on voit qu'il a une véritable autorité sur la nation. Si une mobilisation se faisait avec les garanties nécessaires, il est possible que nous puissions sortir de cette situation. En tout cas, nous clôturons partiellement, temporellement, il faut le dire, parce que, chers téléspectateurs, nous n'avons pas pu vraiment atteindre l'objectif de notre émission, faute de temps, ce que j'avais souhaité vous creuser. Et donc, nous nous arrêtons sur un point, oui. Et vous avez déjà posé la problématique. Vous vous interrogez, est-ce que le chef de l'État, est-ce que les politiques peuvent prendre la hauteur, oui, pour vous paraphraser? Et moi, je dirais prochainement, très vite, nous allons revenir sur ce plateau, nous deux, voir comment rassembler les Congolais. Parce que vous avez fait une suggestion. C'est grandiose. Mais ceux qui nous suivent se disent, mais comment cela est possible? Et même les politiques. Est-ce que ça ne va pas écraser les appareils politiques? Ça ne va pas porter préjudice sur tel intérêt? C'est ce que vous allez nous apporter. Très vite, je dis bien. Après, je peux vous donner un commencement de réponse. Nous sommes à la chute. Bon. Donc gardez ça qu'on finisse pas l'envie. Alors, vraiment, merci beaucoup, maître Anissé Poitiers-Amar. Hein. Merci beaucoup de nous avoir donné aux Congolais vraiment la magie de votre recherche, de votre réflexion. Ce qui est normal pour un Congolais, c'est ce que le Congo attend de vous. Et aux politiques, je suis certain que la matière est donnée. Hein, ça doit faire réflexion dans les officines politiques. Pourquoi pas, nous, du souverain primaire, et bien, nous également, les journalistes. En tout cas, comme je vous ai promis, nous allons vite revenir la prochaine fois pour qu'on traite cette question avant que vous puissiez repartir au Canada. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été fidèles à notre échange avec Maître Anissé Poitiers-Amar. J'ai dit, en tant qu'il est juriste, économiste, politologue, médiateur. En tout cas, il s'est investi dans des questions d'arbitrage. Et donc, c'est à moi de vous dire vraiment merci infiniment. Non, c'est moi qui vous dis un grand merci. Merci beaucoup. On va donc chez vous à la prochaine fois.